Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous en cette fin de journée. Pour me présenter en effet, alors j'ai plein de casquettes différentes, donc je suis directrice générale de Buy Your Way. Buy Your Way, c'est un cabinet de conseil dédié aux achats responsables qui existe depuis 2013, et dont le métier est d'accompagner en fait, l'intégration des achats responsables tant, sur la mise en œuvre de stratégies que, sur le terrain concrètement, à faire, améliorer les pratiques de filière, à former les acheteurs, à évaluer ou accompagner des fournisseurs. Donc ça, c'est mon activité professionnelle principale. Je suis aussi vice-présidente de l'Observatoire des achats responsables qui est, le think tank français qui, promeut, travaille sur le sujet des achats responsables, soit via des actions auprès de nos membres pour mettre à disposition, de l'expertise, des livrables, du co-développement entre pairs sur le sujet des achats responsables et puis aussi pour promouvoir plus globalement le sujet des achats responsables, soit dans des sujets de réglementation ou de normalisation. Et je suis, à côté de ce sujet très achat responsable, secrétaire générale de l'Opération Milliard qui est, une association qui a pour but de créer des véhicules financiers de financement des organisations de la transition, juste. Et puis, accessoirement, même si ça me prend du temps et que ce n'est pas si accessoire, je suis élue à la mairie du 18e arrondissement à Paris en charge du sujet de participation citoyenne. Voilà, je fais le gros panorama, de mes différentes activités. Eh ben, dis donc, je sais pas. Merci de trouver du temps, donc encore une fois, pour cette heure-là et de venir intervenir effectivement, à Diversity Executive Education. Alors, j'ai une première question, voilà, qui est par rapport avec le titre du webinaire, voilà, qui est très très précis, hein, vous aviez choisi effectivement l'année dernière, et donc on reprend le même webinaire cette année parce qu'il était véritablement très intéressant, il avait été très bien suivi. Mais avant d'aborder l'aspect social, en fait, comment pensez-vous, ou que pensez-vous de la responsabilité de l'acheteur en termes d'évolution par rapport à ces dernières années, et en regard effectivement du développement durable, donc des RSE, etc., etc. Est-ce que vous pensez effectivement que le rôle de l'acheteur a évolué dans ces dernières années, pour quelles raisons effectivement, et vers quoi il évolue et vers quoi il va évoluer? Excusez-moi, ça fait beaucoup de questions, mais je pense que c'est nécessaire en préalable, je dirais, avant de démarrer l'aspect développement durable. Alors le rôle de l'acheteur, il a forcément évolué, mais j'ai envie de dire il a évolué depuis que la fonction achat existe, puisque, avec, la naissance d'une fonction, dans les années, 80-90, qui était très tournée vers, le management économique, et donc la notion de coûts évités pour l'entreprise, de management des coûts, de la marge et cetera, qui a évolué vers, la prise en compte d'autres enjeux, qu'on a appelés, QCD notamment, mais de qualité, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de connaissance des fournisseurs. En fait, on vient, ajouter entre guillemets, une arc, une corde à l'arc des acheteurs, qui est cette notion d'aspect, de responsabilité sociétale. Et en fait, pour moi, la responsabilité, des acheteurs et il y a un ancien chercheur qui s'appelle Jean Potage qui travaille sur les achats, que vous connaissez peut-être, et qui parle depuis quelques années de gestionnaire des ressources externes. Il y a vraiment, pour moi, vraiment ce rôle des acheteurs qui n'est plus uniquement, un rôle hem, de négociation de prix en fin de de processus achat, en gros, ou de garant d'un processus achat, mais qui est vraiment de connaître, permettre le fonctionnement de l'entreprise au final. Puisque sans les acheteurs qui, organisent entre guillemets, les ressources externes et ce qui va venir entrer dans l'entreprise pour la faire fonctionner, on va avoir plus de mal, à fonctionner. Si on a des problèmes avec les acheteurs, avec les fournisseurs, si on a des ruptures d'approvisionnement, si on a des enjeux réglementaires qu'on respecte pas, si on a des enjeux de qualité, et cetera. Et donc la responsabilité de l'acheteur globalement, au-delà des enjeux environnementaux et sociaux, elle est très forte et on va le voir que sur les enjeux environnementaux, et sociaux, elle est très, très forte, mais bien évidemment, ça évolue. Et moi, j'ai envie de dire que ça évolue, de façon positive pour celles et ceux qui veulent, faire ce métier parce que, ça ajoute des compétences différentes, ça ajoute, une «multidisciplinarité» entre guillemets dans le métier. J'ai beaucoup travaillé avec alors il n'est plus que directeur achat maintenant, mais à l'époque il était directeur achat, d'un de nos clients qui est Chanel Parfum Beauté et Julien Gary parle de tisseurs de liens. Qu'en fait les acheteurs sont, celles et ceux qui vont tisser les liens entre les fournisseurs et l'interne, entre ces ressources externes et les besoins internes. Et qu'en fait leur but c'est de savoir, «connecter» entre guillemets, les fournisseurs avec le besoin de l'entreprise. Je trouve que c'est une jolie image, mais je trouve que c'est assez vrai et qu'aujourd'hui, pour moi, c'est ça la responsabilité des acheteurs.
D'accord, merci. Oui, on connaît bien Jean Potage puisqu'il intervient effectivement à DDVE avec vous. Et en plus, vous ne l'avez pas dit parce que vous êtes très modeste, mais vous participez effectivement à un chapitre, à un ouvrage que l'on va faire en commun avec l'ESCA, qui est une Oui, école donc, au Maroc. Voilà, et Jean participe aussi effectivement oui. dans le chapitre gestion des risques. Donc, vous aurez vos deux noms, je dirais, à coller. Voilà. Pour revenir sur le sujet là, avant d'aller plus loin sur la complétude en fait du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quand effectivement le développement durable est apparu et à partir de quand effectivement il a en fait impacté la fonction achat. Voilà, ça vient certainement en fait voilà, de certaines des COP, en particulier l'accord de Paris, mais je pense qu'auparavant il y avait déjà cette notion-là qui a permis effectivement voilà, de bien imprégner en fait la fonction achat. Alors la notion de développement durable, elle apparaît au fur et à mesure entre, les années 70 et la fin des années 80. Hem, les premiers points, concernant les sujets des achats responsables, ils sont, enfin du développement durable, pardon, ils arrivent, les premiers constats avec ce qu'on appelle le rapport Meadows. On est, dans les années 70 et il y a des chercheurs qui, notamment un couple de chercheurs, monsieur et madame Meadows, qui vont, publier ce rapport qui s'appelle The Limit to Growth et qui identifie qu'en fait, la façon dont on se développe aujourd'hui, que ce soit, développement humain ou développement économique, mais en fait, on a l'impression que c'est illimité, mais il y a des limites et notamment des limites environnementales à ce développement. Donc ça, c'est les années 70. On va poursuivre les travaux et vont arriver dans les années 80, notamment en 1987, la définition du développement durable posée par, Gro Brundtland dans un rapport qui s'appelle «Notre avenir à tous», Our Common Future, et qui est présenté devant la commission, du développement et de l'environnement des Nations unies et qui va vraiment poser cette définition de développement durable qui est: comment on répond aux besoins des générations actuelles, des habitantes et des habitants actuels de la planète, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En gros, comment je m'assure qu'aujourd'hui, je vais répondre aux besoins vitaux, essentiels, mais aussi, d'appartenance, mais aussi de cohésion, de l'humanité sur la planète, mais tout en m'assurant que ça sera toujours possible dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, nos modes de développement font que Hem, bah, c'est très impactant sur l'environnement. On parle des limites planétaires. Là, on n'en parlait pas à l'époque, mais maintenant on en parle. On parle des émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique et donc, bah, en fait, si on continue à se développer comme économiquement et humainement comme on le fait, et bien, il y a un moment, on ne pourra plus se développer, voire on va avoir des niveaux de dégradation de notre développement humain. Donc ça, c'est la notion de développement durable. Ça vient impacter les achats, en fait, assez tôt. Mais d'abord par des sujets de scandale. En fait, on va voir dans les années 90 pointer, la responsabilité d'un donneur d'ordre, via, démobilisation de la société civile. Un des cas, un peu phares qu'on présente, c'est le cas de Nike dans les années 90, où une ONG, fait des photos d'enfants en train de coudre des ballons Nike, au Pakistan. Et donc là, Nike va être attaqué, boycotté, en disant: «Mais en fait, vous êtes Nike et vous faites fabriquer vos produits par des enfants, c'est pas possible» et cetera et Nike va être une des premières entreprises internationales à mettre en place de l'évaluation de ses fournisseurs dans un certain nombre de pays. Un autre, sujet qui va venir aussi par la mobilisation de la société civile et la judiciarisation de ces sujets, c'est le cas de l'Erika, où en fait, c'est la première fois qu'on va condamner un donneur d'ordre total pour ne pas avoir, fait attention, pour ne pas avoir été vigilant envers, l'armateur, qui avait affrété l'Erika. Donc c'est assez intéressant parce que c'est d'abord via l'aspect un peu scandale réglementaire qu'on va se mettre à faire des achats responsables et puis après la réglementation, évolue et devient de plus en plus forte. C'est là qu'on commence à impacter les achats. Est-ce que c'était, uniquement des enjeux de responsabilité ou plutôt des enjeux d'image et de réglementation et d'enjeux juridiques? La question, mérite d'être posée, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, très bien. Moi, j'aime effectivement beaucoup cette définition du rapport de Brundtland. Je veux dire, c'était en 87, je crois, hein, Oui. pour la Commission mondiale sur l'environnement. Je me lis, donc je lis la définition très très proche que vous avez dit, parce que je trouve que c'est vraiment ce que devrait s'imprimer effectivement chaque acheteur sur le front. C'est en fait un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures et de répondre aux leurs. Voilà. Donc c'est effectivement assez majeur, effectivement, et c'est là que l'on voit que on a effectivement cette notion de responsabilité qui d'ores et déjà en fait apparaît dans ce moment-là, qui effectivement est un moment, à mon sens, clé dans l'histoire. Après viendra effectivement l'accord de Paris, hein, c'est Mmh. en 2015, hein, avec effectivement qui a été adopté par 196 nations
et malheureusement qui est en train d'être désadopté, on va dire, hein, voilà, en particulier par nos amis entre guillemets américains, qui vont effectivement balayer tout ça. Ouais, mais Alors Michael sur les Bloomberg normes, a dit qu'il allait compenser avec sa fortune personnelle la contribution des États-Unis au changement climatique. Et juste pour revenir sur la définition de moi j'y Brundtland, crois. Ouais, je vous en prie. en fait, c'est super intéressant quand on écoute la définition de Brundtland, quand on parle à des acheteurs. Le rôle d'un acheteur, c'est de répondre aux besoins de l'organisation. Et le développement durable, c'est comment on répond aux besoins de notre organisation humaine, tout en étant en capacité d'y répondre dans le futur. Et en fait, c'est le rôle des acheteurs dans l'organisation aussi, en fait. Les acheteurs, c'est des vrais contributeurs aussi de la réponse aux besoins. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les acheteurs sont formés, normalement, à répondre aux justes besoins, à identifier le juste besoin, à challenger les besoins internes. Et ben en fait, c'est la même chose en matière de développement durable. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est quoi notre juste besoin? Donc c'est des notions qui sont en fait très très proches. Parfait. Alors, justement, on va continuer sur les textes et les normes, parce que je pense qu'il y a quand même une norme qui a été importante, en tout cas, dans mon passé, industriel, c'est la norme ISO 247, Hmm. qui nous a cadré, en fait, énormément, en fait, très sérieusement, ce qu'on avait à faire, ce qu'on devait, quelle était justement notre responsabilité par rapport à ça. Est-ce que on peut juste la rappeler dans les termes principaux et puis après on rentrera effectivement dans l'objet pur de webinaire, enfin un quart d'heure, je dirais, de présentation sur la notion de responsabilité sociétale. Donc la norme ISO 20400, c'est une norme internationale et c'est l'avantage qu'elle a, c'est que justement, elle a été adoptée par un certain nombre d'organisations de normalisation dans différents pays. Ça permet de poser une définition commune. C'est la déclinaison de l'ISO 26000 qui est la norme internationale de recommandation sur la responsabilité sociétale. Et donc en fait, ce qu'on va venir faire avec la norme ISO 20400, c'est déjà qu'on va poser une définition qui va être commune. Je suis désolée, c'est les virus du mois de janvier. Donc une définition qui va être commune et qui va vraiment poser les choses. C'est aussi intéressant parce que la norme ISO 20400, elle est construite pour répondre aux différentes parties prenantes de l'achat, puisque on a un chapitre qui va plutôt parler de la direction, de l'engagement de la direction, du top management. On a un chapitre qui va plutôt parler de stratégie et donc plutôt parler au directeur achat, aux directions achat. Et puis on a un chapitre qui va plutôt parler de pratique et donc là, on va plutôt parler aux acheteurs et aux acheteuses. Et donc cette norme, elle va donner des recommandations pour mettre en œuvre les achats responsables suivant différentes étapes, je vais pouvoir y revenir, mais en gros, ça va vraiment être un guide pour mettre en place sa démarche achat responsable en déclinaison de la RSE de l'entreprise et donc la norme ISO 26000. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne un cadre commun pour parler du sujet des achats responsables. Tout à fait. Alors, je lis les quelques principes fondamentaux. Il y en a une dizaine, hein, c'est juste un mot, donc il y aura 10 mots. Hein. Les principes fondamentaux, c'est redevabilité. Donc, je lis juste ce premier parce qu'il me semble super important par rapport à ce qu'on a dit par rapport à Brendan tout à l'heure. Une organisation devrait être redevable de ses propres impacts sur la société, l'économie et l'environnement. Dans le contexte achat, cela inclut spécifiquement la responsabilité des impacts sur la chaîne d'approvisionnement de l'organisation avec une perspective du cycle de vie des biens et des services. Donc déjà, ça c'est, je dirais, un vingtième et c'est déjà beaucoup. Je lis après, transparence, comportement éthique, opportunité complète et équitable, respect des intérêts des parties prenantes, vous venez effectivement de le citer, respect du principe de l'égalité et des normes internationales, respect des droits de l'homme, solutions innovantes, focus des besoins, intégration, analyse de tous les coûts, et pas uniquement du PCE, on va bien au-delà de ça, et amélioration continue. Face à ce programme, je dirais, ce souper très copieux, on va dire ça comme ça, hein, voilà. Comment, par quoi peut commencer en fait l'acheteur lorsqu'il s'adresse effectivement à son portefeuille achat, à son spend effectivement? Est-ce qu'il peut faire ça tout seul ou est-ce qu'il doit être accompagné, est-ce qu'il doit être accompagné? Qu'en pensez-vous? Alors pour répondre à ça, je vais, si c'est possible, vous partager une petite slide comme ça Ça devrait portera marcher. mon propos. Hop. Super. Donc dites-moi si vous la voyez Alors, bien. elle arrive et on la voit. Très bien, Super. merci. Donc là, ça reprend en gros les grandes étapes de l'ISO 20400, mais
Mais c'est pour montrer en effet quel est le rôle de l'acheteur et à quel point l'acheteur ne doit pas être seul, dans ce «travail» entre guillemets. De toute façon, nous chez Baïro, on parle d'acte d'achat et on parle des parties prenantes de l'acte d'achat puisque, comment dire? Ah, vous voyez pas le bon écran. Alors attendez, je vais vous mettre sur le bon écran tant qu'à faire. Voilà, comme ça vous la voyez en diaporama, c'est plus joli. Donc, pour faire un achat, déjà, il faut que Mais, quelqu'un exprime un besoin. Et donc, c'est rarement l'acheteur qui exprime le besoin. Alors nous, dans notre métier, c'est en général les acheteurs qui expriment leur besoin d'accompagnement sur les achats responsables, mais quand même, globalement, les acheteurs, ils gèrent des besoins qui ne sont pas exprimés par eux. Donc forcément, dans la démarche achat responsable, on va devoir impliquer les métiers, les prescripteurs, celles et ceux qui vont émettre le besoin, parce que sinon, on ne pourra pas aller très très loin dans la démarche achat responsable. On va aussi avoir besoin d'impliquer les DAF, parce qu'il y a tout un enjeu économique, de changement aussi de paradigme sur la mesure de la performance achat. Et puis, on va devoir parfois impliquer les utilisateurs internes, et puis on va impliquer la qualité, puis on va impliquer la RSE. Bref, c'est des projets qui sont multi-parties prenantes. Pourquoi ils sont multi-parties prenantes aussi? Parce que déjà, il va falloir faire, avant de commencer, l'état des lieux. Et ça, je dis ça, c'est parce que c'est vraiment important parce que, vous apprenez en cours à faire des stratégies achats. Vous avez ou vous allez apprendre à, faire une matrice de Krajcik, faire des catégories ABC, travailler la contribution fournisseur et cetera. Ça, c'est des outils qui doivent vous permettre à structurer votre stratégie d'achat. En fait, quand on veut faire des achats responsables, on fait des achats, donc on va aussi devoir structurer sa stratégie et faire l'état des lieux de ce qu'on achète. Et souvent, hem on a envie d'aller directement au dernier chapitre de la norme et d'avoir des outils pour évaluer ses fournisseurs, évaluer ses offres, et cetera. Mais en fait, si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, si on ne sait pas exactement quels sont nos objectifs, si on ne sait pas exactement ce qu'on achète et à qui on achète, bah en fait, on va être à côté de la plaque en termes d'optimisation de nos impacts positifs et de maîtrise de nos impacts négatifs. Donc la première étape, c'est vraiment de faire l'état des lieux. Qu'est-ce que j'achète? À qui je l'achète? Comment? C'est pas la même chose de mettre en place des achats responsables quand on est une organisation très structurée en matière d'achat qui fait des appels d'offres que quand on est une organisation qui a l'habitude de travailler avec les mêmes fournisseurs depuis 20 ans. On va forcément pas mettre en place les mêmes actions. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, de cartographier concrètement quels sont les enjeux, les impacts environnementaux, sociaux qui sont, générés par nos achats. Et ça, pareil, en général, l'acheteur, il va pas pouvoir faire ça seul. Il va avoir besoin de la direction RSE, par exemple, qui va devoir lui amener de l'expertise. Et puis, qu'est-ce qu'on fait déjà? Qu'est-ce qui est fait aux différents niveaux de l'entreprise? Ça aussi, on va avoir besoin de le remonter. Parce que parfois, par exemple, il y a des acheteurs qui, de leur initiative personnelle, mettent en place un certain nombre de choses, ce qui leur permet de faire des achats responsables sans forcément que ce soit, stratégisé ou comment dire? Déployé de façon homogène. Donc ça, c'est vraiment important. La cartographie, c'est la boussole. C'est vraiment l'étape clé de la démarche achat responsable. Et puis derrière, on va définir sa stratégie, vers où je veux aller. J'ai compris que j'avais tels et tels enjeux, je vais mettre en place des choses, ma feuille de route. Et à nouveau, si vous décidez, vous n'allez pas décider tout seul aux achats que vous allez changer la spécification d'une matière première pour qu'elle ait moins d'impact environnemental. Vous allez essayer de sourcer des fournisseurs qui permettent de le faire. Donc déjà, vous allez travailler avec des fournisseurs, vous allez travailler en interne, par exemple, avec la R&D. Vous allez travailler en interne, par exemple, avec la production pour opérationnaliser ça. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire ça seul. Donc, forcément, c'est une démarche qui va demander dans la mise en œuvre, dans le plan d'action, de mobiliser différentes personnes et dans la gouvernance aussi. Et puis derrière, de façon très classique, on déploie et on met en œuvre avec un point important de formation. Je le disais, c'est une évolution aussi dans le métier des achats, que les achats responsables. Et donc, il y a une nécessité de former les acheteurs, les prescripteurs à l'intégration de ces enjeux, à la compréhension de ces enjeux et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, essentiel, dans la mise en œuvre des achats responsables. Donc la réponse qui était un peu longue à la question qui est: «Est-ce que les acheteurs font ça tout seuls?» Non, bien évidemment, ils font pas ça tout seuls parce que de toute façon, ils ne font pas des achats tout seuls et il faut bien suivre la démarche si on veut avoir une démarche pertinente. Très bien, merci. La réponse était aussi longue qu'il le fallait, hein, bien entendu, parce qu'effectivement, c'est pas si simple que ça. Donc, en fait, la démarche d'analyse, elle est absolument fondamentale, hein, effectivement, pour évaluer les risques, hein, finalement, quelque part. Voilà. Et derrière, c'est vraiment le besoin achat qui, en fait, permet d'évaluer les risques et finalement d'avoir des plans de recovery, des plans de divers types pour sortir des risques environnementaux. Et là,
effectivement, et c'est là où je pense qu'il y a besoin aussi, comme vous dites, effectivement, de formation pour les acheteurs, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'adopter des approches innovantes, hein, du style, je sais pas, définition du besoin en fonction voilà, du cycle de vie, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, etc., etc., le cycle de vie pur par rapport à ce qu'on a mis par rapport à besoin, etc., etc. Et ça, c'est très nouveau et les acheteurs aujourd'hui s'auto-forment, je dirais, sauf dans les grandes structures, effectivement, il y a une direction de développement durable qui permet effectivement au moins de sensibiliser à ça. Donc, on peut considérer qu'effectivement l'acheteur peut avoir peur parfois par rapport à ça, mais peut aussi être en moteur de sa propre transformation, donc du monde en fait, hein, par rapport à ça. Alors, selon vous, au-delà de la formation, etc., cet acheteur-là qui est un peu, je dirais, livré à lui-même, est-ce que la norme ISO 20400 là, suffit à la lecture ou est-ce qu'il faut encore plus que ça? Est-ce qu'il faut s'impliquer encore plus? Est-ce qu'il faut trouver des moyens de formation, etc. Qu'en pensez-vous? C'est déjà une première étape. Après, moi, je dirais aux acheteurs d'être curieux. Et j'en parlais il y a pas longtemps avec le directeur RSE d'un laboratoire cosmétique qu'on accompagne. Euh, et avec la directrice achat responsable aussi d'un industriel qu'on accompagne, c'est qu'en fait, vous allez avoir des spécificités sur vos catégories d'achat. En fonction de ce que vous êtes. Alors, il y a la norme qui pose les choses de façon générique, bien évidemment, c'est intéressant de la suivre. Il y a ce que je viens de vous montrer, qui est une reformulation de la norme, qui donne des choses de façon générique, mais bien évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes actions si vous achetez. Je vais vous donner des choses très différentes. Si vous achetez de la vanille, que vous êtes Danone, que vous achetez de la vanille pour vos yaourts dans des quantités astronomiques, ou si vous êtes un parfumeur et que vous allez acheter de la vanille dans des extraits très spécifiques, ou que vous êtes une entreprise de pâtisserie industrielle française, franco-française, qui va en mettre dans certains de ses biscuits, et ben, vous n'allez pas pouvoir mettre en place les mêmes actions, vous n'allez pas avoir le même travail de filière. Mais par contre, vous pouvez être curieux d'aller savoir ce qui se passe, quels sont les enjeux de la filière vanille, par exemple, à Madagascar. Et ça, j'ai envie de dire que c'est en plus pas c'est pas via la formation forcément que vous allez trouver ça, mais c'est plutôt en étant curieux de ce qui se passe. Et ne serait-ce que de faire de la veille médiatique, j'ai envie de dire un peu basique sur un moteur de recherche classique, en tapant le nom de votre catégorie d'achat et en face, enjeux sociaux, enjeux environnementaux, impact émissions de gaz à effet de serre, impact droits de l'homme. En fait, vous allez trouver des choses qui vont permettre de vous éclairer sur quels sont les enjeux et les impacts de vos filières. Et après, vous trouverez les actions pour mettre en œuvre qui seront spécifiques à votre contexte. Mais j'ai envie de dire, déjà, il faut être curieux. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller challenger et demander de la norme interne. Et aussi aux fournisseurs. Les fournisseurs, ils connaissent leur métier, ils connaissent leur filière, ils connaissent leur process. Vous allez avoir des fournisseurs avec des niveaux de maturité différents, mais vous avez des fournisseurs qui peuvent très bien vous informer sur quelles sont les innovations, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. En fait, j'ai envie de dire que ça, c'est un travail de sourcing d'acheteurs sur d'autres sujets, mais qui maintenant doivent s'appliquer aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc, soyez curieux. N'hésitez pas aussi à aller challenger vos différentes parties prenantes. Très bien, merci. Alors, je vais lire là les critères environnementaux et sociaux d'évaluation des fournisseurs, pardon, sociaux essentiellement, puisque c'est quand même la thématique aujourd'hui. Là. Il y en a, sur le tableau que j'ai, il y en a 7. Hein, je lis juste le thème et puis après on regardera celui, selon vous, qui vous semble le moins sujet à litige ou à risque, ou avec votre expérience, hein, directement dans la chaise que vous ayez cette expérience-là un peu panoramique à travers votre cabinet de conseil. Et puis, voilà, ceux qui sont le moins et le plus à risque. Donc, le premier, c'est conditions de travail. Hein, voilà. Le second, c'est les droits de l'homme. Donc, avec tout ce que ça comporte, les enfants, discrimination, etc. Le troisième, c'est santé et sécurité. Donc, sur les employés, mais aussi les risques professionnels. Hein. Le quatrième, c'est diversité et égalité. Donc, ça, c'est comme, enfin, justement, on en reparlera parce que c'est intéressant, ça traite aussi des grandes techniques du sujet une femme, et d'autres d'ailleurs. Les pratiques éthiques, hein, voilà, les conditions de travail éthiques dans la chaîne d'approvisionnement, est-ce qu'effectivement, voilà, on traite avec les fournisseurs en direct, est-ce qu'on a un rang de fournisseurs qu'on maîtrise ou pas d'ailleurs,
Et puis le dernier, c'est l'engagement communautaire, en tout cas sur le tableau que j'ai, effectivement, qui est là. Voilà. Donc, selon ces quelques critères-là, j'en ai bien 7, hein, selon vous, quel est celui qui est le plus à risque dans les exemples que vous avez dans vos expériences de consulting? Et quel est celui qui l'est peut-être à moi? Ou est-ce qu'il y en a un qui est en transformation actuelle de plus en plus, je veux dire, avec les évolutions? Voilà. Alors, c'est difficile de les prioriser, et puis en plus, ça va être très dépendant de ce qu'on achète et de la zone d'approvisionnement aussi. Le sujet des droits humains doit pour moi rester un sujet prioritaire et c'est intéressant parce que quand on lit là sur les différents en effet, éléments, des enjeux sociaux, en fait, quand on reprend les éléments fondamentaux de ce que sont les droits humains et les libertés fondamentales, le droit à la sécurité physique et donc la santé et la sécurité des travailleurs et le droit à une rémunération juste font partie, des droits humains et des libertés, fondamentales. Donc pour moi, ce sujet, il doit vraiment être repriorisé. Aujourd'hui, on voit par exemple que le sujet droits humains passe un peu à la trappe par rapport au sujet climatique, alors que c'est un sujet, crucial et fondamental et qu'aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des chaînes d'approvisionnement où on sait, qu'on bafoue les droits humains. Et donc c'est pour moi un rôle, essentiel. Après il y a, d'autres droits sur, l'épanouissement, sur le bien-être au travail et cetera, qui sont importants aussi, et qu'il faut, challenger aussi. Mais je dirais que s'il faut, s'attaquer à un en priorité, c'est la dignité en fait du travail dans les chaînes de valeur, et donc qui récupère, tous ces sujets de droits humains. Et on en parlait, cet après-midi avec l'équipe de Bayer, ouais, justement, de se dire aussi que, par exemple, on a des filières qu'on a accompagnées sur lesquelles il y avait des sujets de travail des enfants, par exemple. Bah, l'idée, c'est pas non plus de se dire qu'on va se retirer de la filière en disant: «J'arrête de travailler avec ce fournisseur». L'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre pourquoi on retrouve des enfants en train de travailler. Est-ce qu'il y a pas des choses, qui peuvent être mises en place? Est-ce que ces enfants sont payés quand ils travaillent? Est-ce qu'ils sont payés autant que les adultes? Est-ce que ça met pas en danger leur santé, leur sécurité? Donc il y a plein de choses, en fait, à envisager avant de se dire: «Mon Dieu, ce fournisseur est mauvais, il fait travailler des enfants». Donc je pense que le sujet droits humains doit redevenir prioritaire, hem, clairement aujourd'hui dans les démarches achats responsables. Merci. Et dans le cadre de votre expérience, en fait, les entreprises viennent vous voir parce qu'elles ont peur d'eux, parce qu'elles veulent s'aligner sur une norme, parce qu'elles veulent anticiper, parce qu'elles ont un risque d'image. Vous voyez la question, alors excusez-moi de trahir des secrets, peut-être des autres cabinets de conseil, hein, voilà. Mais non pas si c'est important parce que ça nous permet de comprendre, ça pourrait nous permettre de comprendre effectivement où le bas blesse et comment vous pouvez répondre effectivement à des entreprises qui peuvent vous solliciter sur ce sujet. Alors, on a différentes configurations. Les grosses entreprises, elles vont venir soit pour un risque juridique, aujourd'hui avec la réglementarisation de ce sujet, les sujets de devoir de vigilance, la réglementation européenne sur le devoir de vigilance. Et donc, elles vont venir plutôt pour un risque juridique ou un risque d'image parce qu'elles vont être dans des filières exposées ou des secteurs exposés sur ce sujet. Euh, donc ça existe. J'allais dire que c'était pas forcément les missions les plus intéressantes, parce que, c'est pas forcément le driver qui pousse à avoir le plus d'ambition, mais en tout cas, c'est un driver, qui est important aujourd'hui pour les plus grosses entreprises. Après, il y a d'autres entreprises qui vont venir nous voir, qui vont être des ETI ou des PME et elles vont venir nous voir en général pour 2 raisons. La première raison, ça peut être que leurs propres clients leur demandent de mettre en place des choses puisque, en tant que grand donneur d'ordre, on va devoir cascader nos demandes pour nous assurer que sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, on a des pratiques, responsables et donc là, on va voir des ETI et des PME qui vont devoir faire des achats responsables à la demande de leurs clients et puis on a aussi, et de plus en plus, des dirigeants et des dirigeantes engagés qui veulent mettre en place des pratiques responsables sur leur filière, qui veulent que leurs entreprises soient responsables, sur l'ensemble de leurs activités et qui donc vont mettre en place des projets, de filières responsables, d'accompagnement des fournisseurs, de transformation de leur business model et donc de leur chaîne d'approvisionnement. Et donc ça, c'est aussi un autre, driver qui est, la «conscientisation» entre guillemets des dirigeants sur ces sujets de responsabilité sociétale. Donc on va avoir vraiment j'ai envie de dire des drivers différents, soit quelque chose de très réglementaire et maîtrise du risque qu'on va plutôt retrouver chez les grandes entreprises, soit des demandes clients ou, de la volonté des dirigeants qu'on va trouver plutôt dans des entreprises plus petites. D'accord, très bien. Merci de ce partage. Donc, voilà. On ne dira rien à personne, mais on sait où vous intervenez, effectivement.
Euh, sur la gestion des risques environnementaux et sociaux, en fait, donc une petite méthode qui est un peu classique, hein, voilà, qui se fait aussi dans d'autres domaines que sur ces risques-là, sur cette thématique de risque-là, qui est l'identification des risques, l'analyse du risque, deuxième chose, justement pour identifier les causes, l'évaluation du risque, hein, voilà, qui vise la criticité des risques, et le développement de stratégies d'atténuation, enfin, qu'on appelle en français l'atténuation. Donc, c'est élaborer des plans pour régler la probabilité d'occurrence des risques et minimiser les impacts supplémentaires des risques. Sur ces quatre étapes-là, selon vous, l'acheteur est faible où, en fait? Je veux dire positivement, dans quel domaine, dans quel étape il se renforcer? Oh, dans toute la partie identification des risques. Aujourd'hui, quand on intervient, mais alors là, quelle que soit la taille des clients, et d'ailleurs parfois c'est plus facile pour les petites organisations d'identifier leurs risques que pour des grosses organisations. C'est la connaissance du risque. Donc en effet, quand on parle de cartographie des risques, il y a ces différentes étapes. D'abord, je vais identifier, c'est-à-dire je vais me poser la question de savoir quels sont les risques potentiels et puis derrière, je vais venir quantifier et enfin analyser pour connaître les causes, puis quantifier l'évaluation qui vont me permettre de prioriser derrière, parce qu'on peut pas tout traiter en même temps et donc il faut bien qu'on priorise, c'est la dernière étape de la cartographie et puis après, une fois que j'ai ma cartographie qui me permet de prioriser mes risques, je vais mettre en place des actions pour venir maîtriser ces risques. Et donc derrière, à la fin, calculer un risque net qui sera le risque qui me reste potentiellement à la fin. Et ce qui me permet aussi de juger de la pertinence ou pas de mes actions. Mais avant, enfin, la première étape, c'est d'ouvrir les yeux et de se poser la question: «Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme risque sur ma chaîne d'approvisionnement?» J'ai envie de dire, c'est même la toute première étape d'identification. Aujourd'hui, moi, quand on arrive dans des organisations et quand on pose la question aux acheteurs, c'est assez rare que sur leur catégorie, ils soient capables de me dire ou d'avoir formalisé parce que c'est pas vrai, ils sont capables de le dire quand on leur pose la question et qu'on les oblige à travailler un petit peu sur le sujet. Mais parce qu'ils savent sortir des choses. Mais c'est assez rare que ce soit formalisé et qu'on ait écrit noir sur blanc et que les yeux soient ouverts avec les cartes en main de savoir quels sont les risques. Et donc j'ai envie de dire, il y a vraiment besoin de se muscler sur la partie identification. Le reste, c'est un peu, une fois qu'on a bien fait ça, c'est un peu logique en fait ce qu'on va mettre en place. Donc c'est plus facile. Est-ce que vous pensez dans ce cadre-là que l'acheteur est soumis à diverses pressions, je dirais, en interne d'entreprise, pour ne peut-être pas trop favoriser ou faire apparaître des risques qui pourraient gêner la structure de l'entreprise, l'organisation, ou bien effectivement son image à l'extérieur, ou est-ce que vous pensez que l'acheteur a voix au chapitre, libre effectivement de désigner tel ou tel risque, voilà, et en fait de faire son jeu pour être sûr qu'effectivement il est dans un bon cadre, je dirais bien, entre guillemets, honnête par rapport à cela. Je vous vois sourire, alors ça vous me faites peur quand vous souriez, parce que je vous dis qu'on n'est pas sûr d'être complètement autonome. Voilà. En fait, aujourd'hui, la pression de la société civile, alors quand on est notamment une grosse entreprise, mais la pression de la société civile et de la réglementation fait qu'en fait, la cartographie, c'est quasiment une obligation de résultat. Savoir quels sont les risques quand j'achète quelque chose, c'est quasiment une obligation de résultat et on le voit notamment avec la jurisprudence, française puisque aujourd'hui le seul cas, jugé, sur le fond du devoir de vigilance, en lien avec la loi française de 2017 sur le devoir de vigilance, c'est le cas de La Poste et en gros le juge il dit: «La cartographie n'est pas suffisante». Donc en fait, votre plan de vigilance, il est forcément pas suffisant puisque la cartographie n'a pas été faite, assez en détail et assez, spécifiquement, via, enfin au regard des activités de la Poste. Donc il y a pas tant que ça. Alors il y a de l'autonomie, c'est-à-dire que c'est pour moi, c'est à l'acheteur de prendre en charge sa connaissance du risque, ça bien sûr, mais il doit quand même y avoir des un peu des obligations de faire sur la cartographie des risques, des obligations de moyens sur la mise en œuvre des maîtrises de la maîtrise, mais des obligations de un peu de résultats quand même sur la cartographie des risques. Et là, il faut qu'en interne ou via des prestataires externes, mais qu'on ait de la méthode, qu'on donne aux acheteurs des guides, des trames, de la méthode, des outils pour pouvoir identifier ces risques. Mais concrètement, pour moi, ça reste de la responsabilité de l'acheteur de connaître ce qui se passe. Et et aujourd'hui, on voit, il y a eu un article dans Le Monde, il y a un jour, hier, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un rapport qui révèle que le risque judiciaire, il est accru pour les entreprises qui violent on parlait de droits humains, mais qui violent les droits humains à l'étranger. Aujourd'hui, en fait, la société civile, elle scrute notamment les grosses organisations, mais aussi les filières à risque, sur ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde en matière, de,
de droits de l'homme notamment et des sujets climatiques aussi. Et qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait peur au risk management et aux entreprises, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais découvrir dans mes chaînes d'approvisionnement? C'est, est-ce que Élise Lucet va trouver un de mes fournisseurs avec un produit à moi à l'intérieur, dans une zone, où, je sais pas moi, on fait travailler, des gens en travail forcé ou alors il y a des pollutions. Donc, c'est vraiment un enjeu et aujourd'hui, il y a bien sûr pour moi, c'est de la responsabilité de l'acheteur, mais c'est aussi de la responsabilité de l'organisation de donner, aux acheteurs les outils de faire ça correctement. Très bien. Donc, bon, effectivement, là, on était dans le pire, c'est-à-dire il y a des risques qui sont là, sur lesquels on ne sait pas avoir de plan de mitigation, effectivement, de parade, etc. Juste une parenthèse, parce que vous avez cité quelque chose qui, moi, m'est cher, hein, c'est l'éco-conception, hein, dans le sens où, effectivement, l'acheteur, quand même, aujourd'hui, doit être en mesure, et on l'espère dans les organisations, d'agir beaucoup plus tôt pour éviter, effectivement, justement, ces risques-là. Là, on est dans la phase amont, très amont, avec un acheteur qui est un peu impliqué dans le big team, dans les équipes projet, en tout cas. Est-ce que vous, avec votre vision panoramique, vous voyez ces pratiques-là euh, relativement fréquemment ou pas? Elles sont encore trop peu présentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on implique encore, trop tardivement les acheteurs dans les processus achats. On considère encore trop les acheteurs comme des négociateurs en fin de contrat, comme des empêcheurs de signer avec qui on veut. Et c'est dommage parce que dans le rôle de l'acheteur, de faire ce lien dont je parlais tout à l'heure, de prendre les responsabilités, de challenger les fournisseurs, mais de challenger aussi les parties prenantes internes, d'apporter des solutions, qui est un gros rôle des acheteurs, l'apport de solutions. En fait, ça, c'est possible que si on les implique très tôt. Et aujourd'hui, on a, vraiment, moi, je trouve que c'est toujours pas majoritaire d'avoir des acheteurs qui sont impliqués dès l'expression du besoin assez tôt. Et l'autre impact que ça peut avoir, c'est que si j'implique l'acheteur trop tard, je vais aussi réduire le processus achat et je vais impacter le fournisseur en lui donnant des délais trop courts pour me répondre aussi. Donc, l'acheteur en tant que garant du processus et en tant que, challenger entre guillemets, des fournisseurs, apporteur de solutions, challenger du besoin, interne, en fait, il faut le mettre le plus tôt possible. Et donc ça demande aussi de faire un travail qu'on appelle le travail de marketing des achats, enfin ce que nous on appelle du marketing des achats, mais qui est, comment on fait la pub de la fonction achat en interne pour montrer sa valeur ajoutée et la nécessité de la mettre très, très tôt dans les processus dès l'expression des besoins. Et ça, moi je trouve que c'est quand même pas majoritaire aujourd'hui dans les organisations, même les grosses organisations avec des directions achats, structurées. Oui, je partage, hein, je me rappelle lorsque j'ai fait mon MBA achat il y a beaucoup d'années, le, le, le directeur avait dit effectivement, vous savez, les achats, c'est le management du changement. Et effectivement, quelque part, il avait raison, il avait vu ça juste, très très juste, on s'était abordé, effectivement, et on était déjà dans une dynamique où il fallait effectivement donc modifier la façon de penser, le mindset en fait des parties prenantes qui sont autour de nous et globalement de l'environnement pour être en mesure effectivement de présenter une image pertinente qu'on a d'ailleurs pas souvent, que l'on espère et pour beaucoup d'acheteurs qui courent après. Ça c'est comme ça effectivement. Je pense que de toute façon, ce sera toujours la vie de la fonction achat qui a tellement vite évolué que certains n'ont pas vu le train passer, n'ont pas compris effectivement en fait l'importance aujourd'hui. Mais je voulais en venir en fait sur les risques, enfin, plutôt le jeu de duo là, à deux, là, entre les experts du développement durable qui sont effectivement dans l'entreprise, en espérant qu'effectivement elle ait pu mettre en place une direction, en tout cas un service qui peut être ça, et puis les acheteurs. Alors, moi je l'ai vécu, je dirais, bien et mal, dans le sens où effectivement on rejoue un peu ce qui s'était passé dans la qualité il y a Mmh. 20 ans, 25 ans, où effectivement il y a des ayatollahs, hein, comme on les appelait effectivement, qui imposer, voilà, un certain nombre de, je dirais, de dictats, hein, tout simplement, voilà, et de lois, pour faire le parallèle avec les aspects religieux dogmatiques. J'ai peur, effectivement, aujourd'hui, on voit le même type de réaction, en tout cas de rapport entre l'acheteur qui reçoit une loi qui vient du développement durable et puis le développement durable qui, je parle de la fonction, qui effectivement impose ces lois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Vous pouvez dire non, hein, bien entendu. Et auquel cas, comment peut réagir l'acheteur si c'est vrai? Ça va être très fonction dépendant, enfin très entreprise dépendant, je trouve. Et ça interroge aussi sur la position des directions RSE et des directions développement durable dans l'organisation.
elles sont trop souvent trop généralistes et elles sont trop souvent pas fonction support. Et pour moi, la direction RSE, ça doit être une direction support de l'ensemble des autres directions. Et notamment des, il y a quelqu'un qui va passer derrière moi parce que le placard est derrière moi chercher son manteau. Et donc, les directions RSE, elles doivent être des fonctions support du reste des fonctions, et donc notamment support des fonctions achats. Et donc, au sein des directions RSE, bah, il devrait y avoir des experts émissions de gaz à effet de serre, des experts éco-conception, des experts droits humains, qui peuvent permettre de nourrir la réflexion des acheteurs. Et vraiment de se positionner comme ça en support, en fait. Parce qu'on ne peut pas demander à un acheteur de toute façon expert de l'ensemble de ces sujets, et c'est pas possible. Donc ça va être très structure dépendant. Il y a des structures où les directions pas générales, les directions développement durable ou RSE sont beaucoup trop généralistes et beaucoup trop à imposer des choses qui sont hors sol par rapport à la fonction achat. D'où l'importance d'avoir des acheteurs curieux qui connaissent leur filière, qui connaissent leurs enjeux pour aussi pouvoir argumenter en disant en fait non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et aussi de faire évoluer les directions RSE et développement durable vers des fonctions qui sont plus des fonctions support avec des experts. C'était le cas historiquement, la direction environnement d'LVMH, par exemple, historiquement, il y avait un expert énergie, un expert émissions de gaz à effet de serre, un expert même éclairage, un expert PLV qui permettait de nourrir les maisons sur ces sujets. Tout à fait, absolument. Bon, on est déjà très très avancé dans ce taux sur lequel on avait mis effectivement 45 minutes, mais on va prendre encore quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous poser comme question? Certainement 3000. De toute façon, je pense qu'on pourrait faire en fait un tous les 3 mois sur les achats responsables, etc. Je pense qu'il y aurait de la matière, mais qu'est-ce que vous pourriez passer comme message à nos acheteurs, je dirais juniors, qui sont en ligne actuellement, effectivement, et qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça, sachant que j'ai quand même une petite information à donner sur, en particulier les mémoires, et qu'ils soient première année ou deuxième année. 30 à 40% des thématiques de mémoire aujourd'hui, j'ai juste une mesure sur 2 ans, sont du développement durable et de la RSE, avec l'hybridation avec les achats, qui est énorme, vraiment. Donc, qu'est-ce que vous pourriez passer comme message, effectivement, pour renforcer, rassurer et faire aimer, je dirais, cette partie des achats à nos acheteurs. Voilà. En fait, ça va vous permettre de mieux connaître vos fournisseurs, de les connaître sous un autre angle. Moi, à chaque fois que je suis allée avec des acheteurs sur le terrain, que ce soit en France ou à l'étranger, chez des fournisseurs avec un angle RSE, ils ont appris des nouvelles choses. Ça vous permet d'avoir d'autres leviers aussi dans la relation fournisseur. Moi, je trouve que ça ouvre le champ des possibles pour les acheteurs de façon assez intéressante, et d'avoir d'autres aussi leviers de discussion avec les fournisseurs, pardon. Donc dans une des questions pas posées, c'est aussi quoi la valeur en tant qu'acheteur de faire des achats responsables? Je pense qu'il y a ça vraiment dans l'intérêt de la connaissance fournisseur, du métier, de s'ouvrir le champ des possibles aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, et à chaque fois qu'on a impliqué des acheteurs concrètement sur le terrain avec les fournisseurs, ça leur a permis de découvrir d'autres choses, en positif ou en négatif d'ailleurs, hein. Un fournisseur avec qui ça allait pas bien depuis longtemps, les enjeux qualité, etc., on fait un audit RSE, on voit que ça va pas non plus. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir d'autres leviers. Tout à fait. Moi, je partage votre point de vue. Effectivement, ça ouvre le champ en fait des possibles de la fonction achat. Encore une fois de plus, je dirais. Et là, d'une manière, je dirais, extrêmement importante, puisque ça correspond effectivement globalement à notre environnement sociétal, notre environnement, etc., etc. Enfin, voilà, je trouve que c'est une très belle évolution, je dirais, de la fonction achat. Voilà. Une dernière chose que vous voudriez passer comme message, et puis après, je pense qu'on arrêtera, parce que sinon on pourrait continuer effectivement. Est-ce que vous voulez passer quelques messages particuliers ou pas? Voilà, et puis après, je dirais au revoir, et on se dira surtout la prochaine fois. Parce que peut-être qu'on en refera un, pas dans un an, mais peut-être avant. Non, mais c'est ça, soyez curieux. Vous allez découvrir plein de choses, potentiellement aussi des nouveaux fournisseurs, ça va vous ouvrir le champ des possibles. La créativité, elle naît aussi beaucoup de la contrainte, et il ne faut pas avoir peur de se rajouter des lignes de contraintes parfois, parce que ça ouvre. Et ça ouvre dans le sourcing, ça ouvre dans les discussions, ça vous permet d'aller chercher d'autres choses, ça vous permet aussi de revaloriser votre position parce que vous pouvez apporter d'autres choses
je parlais de marketing des achats, mais voilà, être capable de parler globalement de ce qu'on est en train d'aller sourcer, c'est super intéressant aussi pour montrer quelle est la valeur ajoutée des acheteurs. Et il n'y a pas grand monde qui s'empare de ce sujet-là comme ça dans l'entreprise. Donc voilà, soyez curieux et soyez moteur. Fanny, écoutez, un grand merci. Voilà, moi j'ai pas vu le temps passer comme d'habitude. Hein. Voilà, avec vous, franchement, c'est très intéressant. C'est vraiment une partie des achats qui est à la recherche fondamentale, bien entendu. Et je pense qu'on aura l'occasion, d'une manière ou d'une autre, d'en reparler. Voilà. Un grand merci pour le temps accordé. Vous voyez, je vous accorde. On vous libère un quart d'heure plus tôt, donc voilà, ce sera mieux pour votre vie. Et Merci puis, beaucoup. je vous dis, c'est moi qui vous remercie, et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir.